Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez vécu la grande histoire avant de choisir de la raconter dans des livres sur des personnages dont la froideur ressemble parfois au climat des lieux de vos récits. Bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour, avec mon accent, vous ne pouvez pas se tromper. Exactement. Alors, le nouveau livre, c'est le roman vrai de Gorbatchev, chez Flammarion, on en parlera tout à l'heure. Mais le principe de l'émission, c'est de revenir sur votre parcours à travers des dates. Alors, la première date ne vous concerne pas directement, mais elle est importante du côté familial. Le 29 novembre 1942, il y a un rapprochement franco-russe qui va donner des héros, ceux de Normandie-Niemen. Bien sûr. Vous savez, ça nous marque, les Russes. Les Russes, pour vous dire la vérité, ils aiment la France éternelle presque plus que les Français d'aujourd'hui. Nous sommes très attachés à la culture, très attachés aux grands moments de l'affinité qui existe entre nos deux pays. Et bien sûr, les héros de Normandie-Niemen, j'ai eu la chance de connaître les grands aviateurs. Ça compte, ça compte. Alors, il faut savoir que De Gaulle, en 1942, décide d'envoyer des aviateurs français sur le front de l'Est. Ils arrivent donc le 29 novembre 1942 en Russie. Et le nom de Normandie-Niemen a été choisi parce que Niemen, c'est un fleuve qui se jette dans la Baltique. Et au départ, ça ne devait pas être la Normandie, mais la Bretagne. Parce que le premier aviateur, Joseph Pouliken, était originaire de Bretagne. Mais il y avait déjà un commandant de Bretagne. C'est pour ça que c'est devenu la Normandie. Je l'ai connu, c'est extraordinaire. Tout ça, c'est extraordinaire pour moi. Et vous imaginez bien, vous faites un clin d'œil formidable parce que j'ai fait ces 51e livre, je crois, le roman vrai de Gorbatchev. Mais tous mes livres sont écrits en Normandie. Exactement. Alors vous comprenez, on va en reparler tout à l'heure, justement. Vous le choisissez tellement bien. Alors, il faut savoir aussi que Normandie-Niemen, c'est un film de Jean Dréville où l'on entend les Russes chanter la Marseillaise. Bien sûr, mais vous savez, les Russes sont tellement séduits par la France éternelle que pour les Russes, vous savez que Balzac est édité en Russie plus qu'en France. Bien sûr. C'est un truc extraordinaire et cette affinité, elle est en train de s'estamper parce que je crois bien qu'aujourd'hui, on vit un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité puisqu'il y a une rupture entre la Russie et l'Occident, à mon sens définitif, parce que les Russes regardent la France d'aujourd'hui avec un certain désappointement, je dirais. Parce qu'ils pensent que la France est en train de s'islamiser, elle perd ses valeurs notamment les références judéo-chrétiennes, et c'est pour ça qu'ils se détournent. Pour moi, ce qui était toujours trait d'union entre la France et la Russie, c'est aussi un grand désenchantement. Alors, si j'ai parlé de la guerre et de ses héros, c'est qu'un autre héros de la guerre est cher à votre cœur, vous l'avez hélas perdu trop vite, c'est votre père, Vladimir Fedorovski. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, dans ma famille, en France, les gens ne comprennent pas pourquoi les Russes sont tellement attachés. Dans ma famille, il y a 12 personnes qui ont été péries sur le front, et mon père a passé toute la guerre contre les nazis à la première ligne, et finalement, il est mort. Moi, j'ai eu 7 ans suite à ses blessures, il faut le dire. Alors, il faut savoir aussi que vous êtes né à Moscou, mais dans une famille d'origine ukrainienne, et vous avez un côté ukrainien dans le caractère, c'est-à-dire la lucidité et un grain de folie, Vladimir Fedorovski. Bien sûr, bien sûr. Mon père était ukrainien, un vrai ukrainien. Je dis souvent que je suis ethniquement plus ukrainien que la majorité des membres du gouvernement ukrainien d'aujourd'hui. Et ma mère était russe, alors je suis aussi mélange, non seulement... Je suis un trait d'union entre la France et la Russie, mais aussi une sorte de trait d'union entre l'Ukraine et la Russie. C'est pour ça que je pense qu'utiliser l'Ukraine comme un fer de lance contre les Russes, c'est une bêtise. L'Ukraine doit jouer comme moi un trait d'union entre l'Occident et la Russie. Alors, mais ça viendra. Ça viendra. Il y a des traditions en Ukraine étonnantes. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, les fleurs ne s'offrent en nombre pair que pour les enterrements, parce qu'un bouquet contenant un nombre impair de fleurs porte malheur et annonce la mort d'un proche. Une tradition ukrainienne. C'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Les Ukrainiens, parfum ukrainien, quand je viens en Ukraine, vous ne pouvez pas imaginer, c'était tellement décrit avec un écrivain porté au pinacle par les Russes. Gogol, mais d'origine ukrainienne, ou Tchaïkovski, comme d'origine ukrainienne. Les parfums, les fleurs des steppes de l'Ukraine, qu'est-ce qu'il y a de plus beau?
Alors, ce qui est étonnant aussi avec vous, Vladimir Fedorovski, c'est que vous avez fait une école qui est théoriquement réservée à l'élite, à la nomenclature, et cette école vous a permis de devenir diplomate. C'est une école qui est près de la station du parc Gorky, du métro de Moscou. C'est vrai. Oh, vous êtes bien renseigné, Jacques. Et cette école, vous y êtes entré grâce, je crois, parce que le directeur était un ami de votre père. Absolument. Le directeur était ami de mon père. Et il a joué un rôle parce qu'il était directeur de cette école, le président de cette école, un grand ambassadeur, il faut dire, mais une seule année. Miroshnichenko, ukrainien aussi. Et il m'a regardé, ma mère détestait ce que je voulais, il voulait que je sois ingénieur, mais enfin, moi, je voulais voyager. Et je suis entré, il m'a regardé, il a dit, Vladimir, écoute, je vais te dire une chose, tu ne connais personne ici, c'est un monde tordu, la diplomatie, surtout la diplomatie de la nomenclature soviétique de l'époque. Tu entres dans le monde que tu ne connais pas. Alors si tu veux vraiment survivre, tu dois apprendre la langue rare, l'arabe. Je dis ok, l'arabe, mais le français, parce que la France était déjà dans mon cœur. Et ils m'ont donné 2 langues et je parle parfaitement, évidemment, l'arabe, le français avec mon accent, que vous reconnaissez quand je parle à la télévision, vous me voyez, et aussi l'anglais, bien sûr, obligé aussi. Alors, c'était l'Institut d'État des Relations Internationales de Moscou. Vous avez donc appris l'arabe et les différentes langues, et on sait que les Russes sont doués pour les langues parce ils ont une oreille très particulière, Vladimir Fedorovski. Évidemment, Jacques Pessis, vous êtes une sorte de roi de la chanson française pour moi, puisqu'on vous connaît aussi, vous avez plusieurs facettes dans votre âme, et vous avez senti que l'oreille musicale russe détermine le don des Russes pour les langues. Mais aussi, il y a l'aspect politique. Vous savez, autrefois, nous avons vécu de l'autre côté du rideau de fer, nous étions privés de voyage, alors nous faisons comme vous aujourd'hui, avec le coronavirus. Nous voyageons dans le temps et dans l'espace, mais dans notre imaginaire. Alors, vous comprenez, les Russes apprenaient les langues. Moi, je connais plein de gens qui n'ont jamais mis le pied à Paris, mais qui parlent avec un français impeccable, sans aucune espèce d'accent. Ma femme, qui a appris le français à partir de l'âge de 3 ans, elle parle avec aucune espèce d'accent. Alors, il y a quelqu'un aussi qui a beaucoup écrit en français, quelqu'un que Gilbert Bécaud a cité dans une chanson. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine. Pouchkine, le café n'existait pas d'ailleurs à l'époque, il existe. Mais il existe. Aujourd'hui, ça veut dire que la vérité de l'art est plus forte que la vérité de la réalité. En fait, la vérité de l'art devient toujours la réalité. Tandis que le contraire, la vérité de la réalité devient rarement l'art. Et Pouchkine, il écrivait, Tolstoï, il écrivait en français, mais nous avons une grande tradition. Pourquoi on me demande souvent, parce que j'écris mes livres en français, est-ce que c'est difficile pour vous? Mais nous apportons quelque chose, parce que nous apportons notre manière d'écrire, mais c'est une grande tradition. Pouchkine, il y a des pages exquises en français. Vous savez mieux que moi que Guerre et paix de grand Tolstoï que j'adore. Vous savez bien que j'ai travaillé récemment sur la comédie musicale sur Tolstoï, Anna Karenine, il écrivait, il y a des pages et des pages en français. Nabokov, il écrivait en anglais, écrivait en russe. Et vous-même, vous écrivez en français, et vous avez lu les grands auteurs français, et je crois que l'un de ceux qui vous a marqué, c'est Guy de Maupassant. Absolument. Ça, je fais une reproche francophile que je suis, je peux vous dire la vérité de temps à l'autre. Et je pense que vous faites une erreur de ne pas mettre au pinacle Maupassant. C'est un grand styliste qui m'a formé complètement, qui a formé beaucoup d'écrivains russes. J'ai souvent parlé de lui avec, il y a un autre admirateur de Maupassant, c'était le président Giscard d'Estaing. Et pendant les dîners, quand on dînait ensemble, on pensait qu'on parle de la politique. Pas du tout. Tout le dîner, nous avons parlé de 2 auteurs. Maupassant, qu'il considérait, il portait vraiment très haut, comme les Russes, puisqu'il adore l'art aussi de nouvelles.
et Tolstoï. Il adorait Tolstoï. Et Maupassant, je ne sais pas si vous le savez, détestait la Tour Eiffel, à tel point que il déjeunait tous les jours dans le restaurant du premier étage, et lorsqu'on lui demandait pourquoi, il disait « c'est le seul endroit de la ville où je vois pas la Tour Eiffel ». Merveilleux, ça. Ça, c'est pétillement de l'esprit de français. Le champagne de l'esprit français que j'adore. Eh ben, nous aussi, on l'adore et on vous adore, et on va en reparler dans quelques instants avec une autre date, le 15 février 1972. À tout de suite sur Sud Radio avec Vladimir Fedorovski. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Vladimir Fedorovski, le roman vrai de Gorbatchev chez Flammarion, on en parle tout à l'heure. Mais je reviens à une date importante, 15 février 1972. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a à Moscou, et les photos existent, une rencontre entre Brejnev et Saddam Hussein. Et vous êtes là. Ah, absolument. Vous me rappelez des souvenirs. Vous savez, j'ai terminé mes études et après le hasard, j'étais envoyé dans le patelin absolument impossible avec 3 rues goudronnées en Mauritanie. 4 ans là-bas, j'ai adoré d'ailleurs parce que c'était une évasion totale dans le pays de Saint-Exupéry. Et après, quelqu'un vient. Et à l'époque, quand j'ai traduisé de l'arabe, j'ai gueulé. Et plus je gueulais, plus il me regardait. Plus je gueulais, j'ai dit, oh là là, j'exagère peut-être. Et après avoir terminé, c'était un vice-ministre des Affaires étrangères, il a dit, vous savez, vous parlez très haut. Et nous avons un problème maintenant au Kremlin. Brejnev est devenu sourd. Et alors, je pense qu'il va vous entendre. Et ils m'ont placé à cause de la surdité de Brejnev. À côté de lui, j'aurais pu vous raconter Brejnev. C'est pas du tout ce que vous pensez. Quand il était devenu âgé, il est devenu vraiment un peu gâteux. Mais en réalité, c'était un homme assez affable. Et quand il a rencontré Saddam, il était tout à fait dans ses moyens, il faut dire, même séducteur, il adorait les femmes. Il m'a dit une fois, j'aime aimer. Et après, avec Saddam, je vais vous dire, ce qui est très intéressant, quand il fait... on lui a proposé plusieurs curiosités à visiter, non seulement les rencontres politiques, il a dit non, pas de Bolchoï, rien. Saddam se prenait pour une sorte de réincarnation de Staline. Et je suis allé seul à seul avec lui dans la datcha de Staline, qui se trouve à 13-14 kilomètres du Kremlin. Datcha extraordinaire dans le style particulier. Les Russes appellent ça l'empire stalinien. Et je dois vous dire, j'ai regardé encore une sorte de souvenir assez marquant pour moi. J'ai regardé la bibliothèque de Staline. J'ai pensé, Staline, tout le monde dit que c'était un culte. Mais pas du tout. J'ai vu 20 000 livres. 20 000 livres annotés par Staline. Et surtout la grande littérature russe, évidemment, mais c'était frappant, ça m'a marqué. Il y avait même un manuel de la magie noire, je crois. La magie noire, vous savez, la magie noire, il a souligné des choses, mais Tchekhov, les choses, les gens ne savent pas, mais ils pouvaient lire en anglais, en allemand, Staline, mais ça, je reviens à ça, à ces souvenirs, mais je porte une certaine responsabilité dans la réalité, parce que quand on était au retour, Saddam, il m'a demandé de raconter les purges. Je racontais comment les purges, comment faisait Staline. Il a copié après ça en introduisant. Mais cette évocation, si on me permettait, juste me permet de vous attirer votre attention. Quand j'étais plus ou moins aux affaires, nous avons beaucoup dénigré Staline et on a exagéré. Et aujourd'hui, Staline, ça va vous étonner, est devenu l'homme le plus populaire de toutes les époques en Russie. Il est plus populaire chez les jeunes notamment que Pierre le Grand. Pour une raison simple, parce que Staline, tout d'abord, a tenu la tête à l'Occident, et l'Occident aujourd'hui est méprisé en réalité par la jeune génération. Et d'autre part, à cause que je vous ai dit, l'islamisation, toutes ces choses-là, les Russes n'acceptent pas ça. Et d'autre part, Staline, il était un grand assassin, mais c'était quelqu'un qui n'était pas du tout corrompu. Et c'est quelqu'un il meurt de manteau rapiécé, rien du tout. Et à cause de ça, il y a un retour foudroyant. Mais vous savez, je vais vous dire, quand je raconte dans mes histoires, Staline, le plus populaire de tous les Russes de toutes les époques,
Et il y a deux personnages dont je raconte le livre, je pense qu'à tort d'ailleurs, c'est Gorbatchev. Il est considéré comme un traître et un crétin. On va en parler tout à l'heure de Gorbatchev, Voilà. très longuement. Et Eltsine, qui est considéré On va aussi en parler. Voilà, on va en parler parce que pour l'instant, j'en reste. reste à Brejnev, parce que Brejnev, lui, était effectivement sourd, un peu gâteux, et c'était, il y avait beaucoup de critiques de chansonniers qui faisaient des histoires drôles autour de Brejnev, notamment sur ses baisers, parce que il embrassait tout le monde sur la bouche à l'aéroport. Il était sentimental, c'est Ouais. vrai. Alors, il y en a deux qui ont échappé. Apparemment, c'est Margaret Thatcher qui a échappé et Fidel Castro qui a échappé en allumant un cigare au moment où Brejnev allait l'embrasser. Absolument, c'est exact, etc. Mais vous savez, Brejnev aujourd'hui est complètement réhabilité. On rigolait évidemment quand il est devenu malade vers la fin. Mais aujourd'hui, l'époque de Brejnev, les Russes l'apprécient. Et puis finalement, c'est quelqu'un, moi je me souviens, j'ai beaucoup travaillé avec les leaders différents, et j'ai connu Reagan, évidemment Gorbatchev, Eltsine, tous ces gens-là. Vous savez, les gens au pouvoir, je viens à une conclusion très bizarre. Je vais vous dire, moi je pense que pour désirer le pouvoir, il faut avoir un grain. Et ils sont rarement affables, les gens qui sont souvent gonflés. Ça monte mais vous connaissez ça en France. Mais le Brejnev, il était affable. Par exemple, je vais vous raconter une petite histoire drôle à propos de lui. On termine avec Saddam. Les conversations avec les leaders arabes, c'est toujours la nuit et ça dure. À 3 heures du matin, on termine. Brejnev me dit, écoutez, faites-moi demain, après on écrit les rapports, le compte rendu, faites-moi demain matin vers 10 heures, limite 11 heures, le compte rendu sur les négociations, 3 heures du matin. Et après, il rajoute, mais surtout, reposez-vous bien. Évidemment, je n'ai pas dormi toute la nuit sur toutes ces choses-là. Mais bref, mais quand même, c'était quelqu'un qui s'adressait. Et il a joué un rôle fantastique dans mon destin. Bien sûr. Alors, c'est évident, puisque vous avez travaillé avec lui et qu'après, il y a eu d'autres choses. Et il y a eu aussi d'autres chefs d'État. Il y a une chanson de Serge Gainsbourg, qui est d'origine russe, qu'on connaît peu, et qui évoque Johnson et Kosygin. C'est Dominique Walter qui la chante, et elle s'appelle Johnson et Kosygin. Johnson et Kosygin sont deux petites mignonnes, mais n'ont rien à faire, je resterai célibataire. Cette chanson est totalement inconnue de Serge Gainsbourg, et elle évoque Johnson et Kosygin qui s'opposaient déjà lorsque Johnson... Premier ministre, Kosygin, premier ministre russe. Mais je suis touché que vous avez évoqué Kosygin, parce que Kosygin, il est porté aujourd'hui très haut dans les sondages. Kosygin, c'était un gestionnaire absolument pas corrompu, qui était un homme réservé. S'il était en Occident, il aurait dû devenir un très grand gestionnaire, peut-être PDG de multinationale, quelqu'un qui était vraiment très profond et très intéressant. Et ce que vous tout d'abord, vous rappelez Gainsbourg, que j'ai adoré, oui, je l'ai connu, je les ai tous connus en fait après. Mais quand même, le fait que vous parlez de Kosygin, c'est aussi un souvenir pour moi. Voilà, et cette chanson, elle mérite d'être reconnue. Absolument. Alors, vous avez aussi la réputation, et je crois que c'est une jeune fille qui vous a dit un jour dans une signature, Vladimir Fedorovski, que vous étiez un espion. Oh, plutôt, toujours. Mais ça me fait plaisir. Ah bon? Ça me fait plaisir, je vais vous dire, parce que au début j'étais blessé parce que vous connaissez mieux que moi mon itinéraire. J'étais porte-parole des antiputschistes contre le putsch du KGB et puis finalement mon engagement en faveur de la liberté. J'ai dit mais j'en ai marre. Mais le fait que j'étais diplomate soviétique, évidemment, dans les fantasmes, espion d'office. Mais après coup. Maintenant, je suis content. J'ai compris après coup que c'est flatteur. Être James Bond russe, oui, c'est flatteur. Oui, mais tandis que être combattant dans les libertés, un peu dissident, les gens s'en fichent. Mais James Bond, c'est merveilleux. Oui, mais en même temps, est-ce que vous avez gardé des secrets d'État que vous n'avez jamais révélés? Vous savez, quand vous savez, il y avait des négociations, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais les secrets qui ne m'appartiennent pas, notamment sur le monde arabe, quand j'étais vraiment seul à seul, parce que vous savez, souvent j'étais le témoin des tête-à-tête, notamment Brejnev, Saddam Hussein, Kadhafi, Boumedienne, bien sûr, je me souviens. Il y avait des choses très pointues, notamment les ventes d'armes, les choses un peu délicates par rapport à l'Occident. Évidemment, j'ai connu tous les secrets.
Et ça, je ne révèle pas. Mais tout le reste, je parle dans mes livres, vous comprenez. Je n'ai aucune peine. Mais les secrets qui ne m'appartiennent pas, je préfère quand même avoir une certaine réserve de fonction. Et parmi les secrets d'État insolites, j'en ai trouvé un. La CIA avait pensé à réaliser un plan de déstabilisation des pays du bloc communiste en larguant des préservatifs XXL par avion. Absolument. C'est vrai. Évidemment. C'est insensé. Ah, complètement. Mais ils ont fait des choses absolument extraordinaires, les gens de la CIA. Ça, je peux vous raconter les choses. Par exemple, il y a deux choses que je voudrais vous évoquer. Il y a une grande opération que j'ai vraiment déchiffrée avec l'aide de fondateurs d'ailleurs de la CIA. De la CIA, c'est George Kennan, un grand ambassadeur qui trouvait que l'Occident est absolument nul quand il n'a pas pris la Russie post-communiste comme partenaire. Un grand. Et il m'a raconté comment ils ont utilisé le prix Nobel pour déstabiliser l'Union soviétique avec Pasternak, etc. En détail, il m'a raconté ça, c'est fantastique. Il y a une autre histoire de la CIA, très intéressante aussi, quand ils ont fait, vous savez, ils ont piégé le téléphone le plus secret de Gorbatchev. Pendant tout le séjour de Gorbatchev au pouvoir, je raconte au fait ça dans le roman de Gorbatchev, la CIA a connu tout. Et c'est une source inépuisable pour moi, parce que je connaissais les choses très délicates, très secrètes que je raconte dans le livre. Mais certaines choses, j'ai hésité de le dire, mais comme la CIA a maintenant déclassifié toutes ces écoutes, je peux dire, voilà, c'est la CIA qui nous raconte ça. Ils ont acheté banalement le chef de communication technique du Kremlin, ils l'ont fait montrer en grade, et il a mis une puce dans le téléphone le plus secret de Gorbatchev, et pour les historiens, c'est une mine. Et il y a quelques mois, les Américains ont déclassifié toutes les conversations, c'est-à-dire ils suppriment simplement les noms de leurs agents qui étaient servis intermédiaires, et ça c'était toute une histoire. Et après, quand ce chiffreur, il est devenu, je raconte ça justement dans le roman de Gorbatchev, ça c'est une histoire à James Bond, vous voulez me faire James Bond, je vous raconte ça. Oui. Je vais vous dire, les Russes ils commençaient à soupçonner que les informations secrètes passent à l'Occident. Ils ont commencé à suivre ce chiffreur. Et les Américains, ils organisaient une sorte de fuite de ce chiffreur, de ce chef de communication du Kremlin. Il est allé au théâtre, avec les manteaux très visibles en cachemire, etc. Sa femme mis un chapeau comme les Russes seuls avec deux manteaux, avec de renards argentés que je recommande à toutes les gens qui nous écoutent, surtout aux femmes. Ils sont entrés au théâtre. Et à côté de lui, il y avait des diplomates. Et puis ils sont allés aux toilettes et ils ont changé de vêtements. Et finalement, les gens qui l'ont suivi, ils ont suivi plutôt le chapeau de renard argenté. Ils ont suivi les diplomates américains qui ne pouvaient rien faire contre eux, tandis que le couple de leurs espions, de ce chef de communication de Kremlin passé travaillant pour les Américains, il a passé par le souterrain de Kremlin. C'est un film. Oui. Par souterrain de Kremlin les plus secrètes, et finalement, il était exfiltré. Voilà. Il existe. Ça, c'est toute une histoire. Il y a d'autres histoires encore qui vous concernent. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 27 février 2000. À tout de suite sur Sud Radio avec Vladimir Fedorovski. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Vladimir Fedorovski. Avant de parler du roman vrai de Gorbatchev paru chez Flammarion, on revient à une date, 27 février 2000. Ce jour-là, France 3 régionale, une chaîne régionale, diffuse un reportage de 30 minutes sur vous qui s'appelle Du Kremlin à Deauville. Et on découvre que vous avez un jour décidé d'aller à Venise et que vous avez finalement atterri à Deauville. Absolument. J'écris toujours mes livres en Normandie. Maintenant, je viens d'ailleurs de changer la maison là-bas. Je tiens à vous dire, l'histoire est bizarre. On était un peu tristounés quand même, parce que vous comprenez, après la chute du communisme, on a voulu construire le nouveau monde, et après, ils ont commencé à voler comme des dingues avec la complicité des banques occidentales, et j'étais désappointé, parce que je raconte ça d'ailleurs dans ce livre dont vous parlez. Et on était triste. Et on voulait aller à Venise, mais il faisait tellement beau à Venise qu'il n'y avait pas d'hôtel. Alors ma femme, voyant que je suis un peu triste, elle a dit, on y va, à Deauville. Et après, on vient à Deauville, le petit déjeuner, comme ça, les Normands, ils savent faire, assez long.
Et il a dit, bon, je vais acheter peut-être les yaourts pour demain, je ne sais pas. Elle sort et elle achète le premier appartement à Deauville tout de suite. Et comme ça, je suis devenu en Normand d'adoption. Voilà. Alors, en fait, Deauville, les Russes connaissent parce que c'est une station balnéaire qui symbolise le capitalisme offensant. Ça symbolise pas seulement le capitalisme offensant. Vous savez, les Russes, ils ont été à l'origine de Deauville, en quelque sorte, doublement. Tout d'abord, Duc Morny, il a eu la femme de sa vie, c'était une Russe, Trubetskoy. Duc de Morny qui a créé Deauville, qui a créé sur Deauville, un marais. Deauville. Et quand ils ont lancé la station, ils ont lancé ça avec quelqu'un que j'adore, que vous connaissez, Jacques Petit, puisque on a fait une célèbre, d'ailleurs, votre géniale, pour moi, émission sur les ballets russes. C'était Diaghilev. Oui. Et c'était Nijinsky qui a lancé le casino. Et non, il y a eu quelqu'un le 11 juillet 1912, l'inauguration du casino de Deauville, qui était une sorte de petit Versailles. C'est Boris Goudounov qui vient, c'est Fédor Chalapin qui vient chanter Goudounov. Énorme Chalapin et Nijinsky. Voilà, les deux. Une énorme Chalapin. Et depuis, les Russes, ils sont là. Il y a des belles histoires d'amour que j'adore raconter, les belles histoires d'amour. Vous ne savez pas que la grande romance de Chanel était passé avec deux Russes à Deauville, s'il vous plaît, c'était rival. L'un vous connaissez, l'autre vous ne connaissez pas. C'était d'une part c'est le grand Stravinsky. Il y a une histoire vraiment, une sorte de coup de foudre réciproque. C'est ça, mais elle l'a trahi. Elle l'a trahi avec un autre Russe, qui, je vais vous faire une petite révélation rien que pour vous, Jacques Pessis. C'était le vrai assassin de Raspoutine. C'était pas Yusupov. Yusupov, il a inventé plutôt l'histoire, mais à l'origine, c'était le grand-duc Dimitri qui a achevé Raspoutine. J'ai fait les analyses, d'ailleurs, spécialement balistiques qui le prouvent, parce que c'était le tireur d'élite qui a tué, et Yusupov n'était pas tireur d'élite, Raspoutine, et c'était le grand-duc Dimitri qui a su séduire aussi Chanel. Et c'est le grand Diaghilev, que nous aimons tant, le fondateur des ballets russes, qui a vendu la mèche à Stravinsky en disant Chanel, qu'il adorait, c'était une grande amie, mais il voulait gâcher leur relation, il sabotait les relations entre Chanel et Chanel, c'est une médinette, il t'a trahi avec le grand-duc Dimitri. Voilà. Alors, vous avez raconté des histoires et finalement, c'est à Deauville que vous avez décidé de devenir vraiment un romancier. Parce que vous aviez écrit 2 livres qui avaient bien marché, mais des livres très très sérieux sur la diplomatie, un autre avec Ulysse Gosset. Et là, un peu déçu par ce qui se passe en Russie, vous vous mettez à écrire avec Gonzague Saint-Brice les égéries russes. Avec Gonzague Saint-Brice, on a écrit un livre qui est entré dans les annales, les égéries russes. On fait les choses et puis j'ai à l'époque, elles étaient inconnues. Absolument. Ah, mais ça, c'est une... Mais vous savez, dans mon parcours, il faut que je revienne d'ailleurs à ça, parce que dans mon parcours, je les ai tous connus. J'ai connu les grands dirigeants politiques, comme vous avez vu, et j'ai connu les grands artistes, notamment Dali, etc. Mais les femmes qui m'ont le plus marqué dans mon parcours, c'était les femmes qui ont inspiré les grands artistes. Et j'ai connu intimement Gala Dali, qui m'a raconté beaucoup de choses, parce que Gala Dali, dans son enfance, elle était dans le milieu de la poésie extraordinaire du début du siècle russe, que vous connaissez moins, mais c'est une période vraiment extraordinaire de la Russie. Et puis, l'amour caché de Matisse, que j'adorais, que j'ai connu, que vous connaissez, vous savez, dès que vous entrez dans le musée, vous connaissez cette dame, parce que cette dame, par exemple, au Beaubourg, il y a un célèbre portrait avec le chemisier brodé. Elle s'appelait Lydia. C'est une femme discrète, extraordinaire. Vous savez, Matisse, qu'il adorait, il l'a sauvé, Matisse, il a inspiré Matisse. Il lui donnait pour l'anniversaire un dessin, pour qu'il puisse vivre après. Simplement, dignement. Un tableau, etc. Vous connaissez comment ça coûte. Aucun dessin, aucun tableau, elle n'a laissé pour elle. Elle a donné ça tout
au musée du monde, notamment à Saint-Pétersbourg. Elle est née à Pavlos, près de Saint-Pétersbourg, à musée Pouchkine, extraordinaire dessin, etc. Pas une œuvre elle a laissé. Ça, quelle discrétion. Mais en revanche, c'est une leçon aussi d'une ambition suprême. Alors, Parce il faut que savoir, oui, vous oui. voyez ces yeux bleus sans fond et vous pensez toujours à Lydia. Pour les connaisseurs, Lydia d'Elektorskaya. Alors, il faut savoir aussi, Vladimir Fedorovski, que Paris, vous l'avez découvert en devenant attaché culturel. À l'époque, c'était votre rêve de connaître le café des Deux Magots en particulier. Et vous avez connu les plus grands comme Aragon, Dali. Moi, j'ai un souvenir de Dali. Il allait toujours au Meurice, je pense. Toujours, moi je venais toujours au Voilà. Maurice. Et Quand il venait, il me téléphonait pour m'écouter parler russe avec Gala. Voilà. Et alors, un jour, j'arrive au Meurice pour l'interviewer, et il y avait Arabal, autre surréaliste, qui était là, avec 6 femmes enchaînées, et il disait, c'est un petit cadeau, ce sont des esclaves pour Dali, à la réception du Meurice. Vous imaginez ces scènes-là aujourd'hui, ce serait impossible. Évidemment, évidemment. Il y avait un surréalisme. Mais c'était une autre époque, et je suis vraiment marqué par cette époque. Un jour, je vais écrire mon Paris, parce que comme je les ai tous connus, et je pense que le Paris de Troyes glorieuse, extraordinaire. Mais rien que les journalistes, si on me permettait, Jacques Pussy, je vous ai connu à l'époque, c'était la grandeur de la culture française. C'était des grandes plumes, une grande érudition et une grande ouverture vers tout, y compris vers la Russie. Alors justement, l'ouverture, vous l'avez connue. Écoutez cette archive. Boris Yeltsin debout sur un char, c'est l'image emblématique du coup d'État raté mené par les conservateurs soviétiques le 19 août 1991. Et là, vous étiez là, sur le char. Absolument, j'étais porte-parole des antiputschistes. Mais là, complètement, ça renie complètement... J'assume, j'adore quand les gens créent les personnages, mais j'étais porte-parole des antiputschistes contre le putsch du KGB. Alors Yeltsin extraordinaire, un flair extraordinaire. Mais vous savez, Yeltsin, il était, comment vous dire, il était quelqu'un de très bizarre. En fait, je me demande souvent, est-ce que le président doit être intelligent ou pas? Et je vous dis que non. Yeltsin n'était pas intelligent, mais flair extraordinaire pour monter sur le char, il était quand même quelque chose. Et puis, je me souviens, quand miraculeusement nous avons gagné contre toute attente, même Mitterrand, il a accepté le putsch. Mais nous avons gagné, vous vous souvenez, j'ai fait des appels à la radio, etc., etc. Mais on a quand même été, avec Yeltsin, ça ne vous étonne pas, on était assez éméchés. Voilà. On a bu 2 bouteilles de vodka. Alors, j'ai une anecdote d'ailleurs que Bill Clinton raconte dans ses mémoires, je ne sais pas si vous la connaissez, oui. Vladimir Fedorovski. Quand Yeltsin est en voyage officiel à Washington, il échappe à la vigilance des gardes de la Maison-Blanche, il va acheter une pizza en taxi, on l'a retrouvé le lendemain matin vêtu d'un caleçon et totalement saoul. Complètement. D'ailleurs, pour ne pas remarquer, vous savez où il buvait? Non. Il buvait dans l'ascenseur. Puisqu'il pensait qu'il n'est pas filmé dans l'ascenseur, il fait une erreur puisqu'ils ont été filmés. Tout ça, mais quand avoir bu, et vous savez, moi j'ai un souvenir extraordinaire quand même d'Yeltsin à ce moment-là, mais en grand désenchantement, parce que le soir de putsch, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous allez faire, président, maintenant? Et il m'a dit, bon, maintenant, je vais les nommer milliardaires. Milliardaire, c'est-à-dire il va nommer l'ancienne nomenclature, tout ce que vous connaissez, toutes les affaires Navalny, toutes ces choses-là, c'est lié avec ça. Yeltsin, elle les a nommés milliardaires. Ça veut dire que la Russie est devenue à ce moment-là le siège de la corruption. Le siège de la corruption avec la complicité totale de l'Occident, des banques occidentales. Parce que vous savez, en quelque sorte, en volant la Russie dans la proportion sans précédent dans l'histoire mondiale, c'était 120 milliards de dollars passés avec la complicité de l'Occident. En Occident, ils ont fait décaler la crise que nous allons vivre quand même, mais en même temps, ils ont détruit l'image. Parce que les Russes, vous savez pourquoi j'étais désenchanté? Ça m'a rendu au service parce que je suis devenu vraiment écrivain en plein temps grâce à cela. Parce que j'étais tellement désenchanté que je frappais la porte et je suis passé à Paris où je connaissais tout le monde.
Chirac m'a donné le passeport, etc. Jacques Lang, vous avez donné au départ un premier visa et c'est Chirac qui vous a fait français. Oui. Évidemment. Le visa de long séjour, Jacques Lang, je garde un grand souvenir de lui, puisqu'il m'a tout de suite reçu. On a pris un petit déjeuner ensemble et après, ils m'ont arrangé une visa. Après, tout ça, c'était sur le plan pratique. Je garde vraiment les Français qui m'ont aidé dans mon cœur. Mais, vous comprenez, revenons à ce jour-là. Vous imaginez, il y a quelque chose de magique qui me rappelle le roman de Maître à Marguerite que je vous conseille à tous, quand Satan dit visite Moscou stalinien, Maître à Marguerite, extraordinaire, un des plus grands romans du XXe siècle. Et il y avait une sorte d'orage que Bulgakov décrivait, et l'orage, c'était la fin du communisme que j'ai connu. Ça m'a rappelé un tout petit peu ça. Et à ce moment-là, quand on a bu avec Helsinki 2 bouteilles de vodka, je dis, mon président, qu'est-ce que vous allez faire? Il a dit, je vais les nommer milliardaires. Vous comprenez? Oui. Un désastre. Alors, Chirac, que vous avez bien connu, on a un peu oublié qu'adolescent, il a traduit Eugène Onegin en français. Et alors, le professeur, il l'a fait avec un professeur qui s'appelait Vladimir Belanovitch. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que cet homme était pauvre et a été nourri par les Chirac. Il a habité chez les Chirac et que sa tombe a été refaite par Chirac en souvenir de cet homme. Évidemment, mais Chirac, c'était un grand ami, un souvenir inoubliable parce que, vous savez, au moment de putsch de Moscou, quand Mitterrand a accepté le putsch, Chirac m'a téléphoné et il a dit, tu m'arranges la rencontre avec quelqu'un, je lui ai arrangé l'intro, et on a passé encore une soirée, c'était complètement surréaliste pour dire à la Dali, chez moi avec Chirac. On a bu aussi la vodka, tout ça, et après il m'a demandé d'aller, vous savez, demander sur le tombeau de Pasternak, de Dr Zhivago, tout ça, c'était vous comprenez, vous imaginez aujourd'hui, dans le personnel occidental, disons, ne faisons pas l'offense au personnel français, quelqu'un qui vous récite Pouchkine dans le texte, avec qui vous demande au lieu, il soutenu la démocratie russe, d'aller sur le tombeau de Pasternak, de Dr Zhivago, comment je ne peux pas, vous savez, je ne vous cache pas, j'aime la France, mais j'aime la France à travers les visages, à travers notre affinité tant d'années, Jacques Pessis, à travers Jacques Chirac, Jacques Lang, bien sûr, tant de Mitterrand, avec aussi, ça c'est les choses comme ça. Aragon, les gens extraordinaires, les égéries qui m'ont marqué, qui me reconfortent aujourd'hui. Parce que quand je regarde, vous savez, plus on passe vers l'âge, plus ça s'accélère. Et les visages chers que j'ai connus, vous avez mentionné Chirac, bien sûr, grand Ruscophile, évidemment, ça me marque aujourd'hui. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui vous marquent aujourd'hui et il y a un livre justement dont on va parler à travers une autre date, le 10 février 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Vladimir Fedorovski. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Vladimir Fedorovski. 10 février 2021, sortie de Le roman vrai de Gorbatchev chez Flammarion. Et là, c'est un livre que vous avez fait sur Gorbatchev, une personnalité, dites-vous, Vladimir Fedorovski, qui est impossible à cerner au départ. Difficile de cerner, c'est vrai, parce que, vous savez, j'étais lié surtout avec son grand aspirateur qui s'appelait Yakovlev, on le connaît moins en Occident, mais lui, c'était un grand visionnaire. Et lui, je lui ai demandé une fois, est-ce que Gorbatchev est sincère? Il m'a répondu d'une manière inattendue. Il a dit, c'est un personnage absolument extraordinaire, mais c'est une sorte de château imprenable. C'est-à-dire, c'est difficile de le déchiffrer. C'est pour ça que j'ai fait ce pari. Tout d'abord, je connaissais toute la face secrète de cette période, et c'est la période vraiment d'une très grande accélération de l'histoire. Vous étiez en Russie? J'étais en Russie, j'ai travaillé beaucoup dans l'équipe Gorbatchev, j'étais séduit par ce projet, la perestroïka, de changement du monde, etc. Et la sortie du communisme sans effusion du sang, c'est un pari absolument extraordinaire, la chute du mur. Vous savez, en 6 ans, il a changé tout. Oui, alors la perestroïka, c'est né, je crois, sur un aéroport, Vladimir Fedorovski. Vous avez bien travaillé. Je vais vous dire, j'étais vraiment lié avec ce personnage, c'était un ambassadeur, c'est 84 encore. Yakovlev, oui. Yakovlev, il était ambassadeur au Canada. Et je me demande encore,
est-ce qu'il a organisé ça? Est-ce que c'est le signe de destin? Il a invité Gorbatchev. À l'époque, il était une étoile montante numéro 2 du Kremlin. Et ils sont restés seul à seul, les gardes-corps qui écoutent généralement, non seulement ils vous gardent, préviennent les attentats, mais ils vous écoutent, comme c'était l'ambassadeur et ce dignitaire soviétique qui était Gorbatchev, 50 ans, etc. Il commence à parler et Yakovlev lui dit « L'Occident nous a dépassés pas parce qu'il n'y avait pas de concept, mais parce qu'ils sont libres et nous ne le sommes pas. » Et puis, il a vraiment inventé le concept qui n'appartient pas au passé, c'est un concept qui appartient à l'avenir, à mon sens, la perestroïka, parce que c'est la transformation du pays, la sortie du communisme, sans effusion du sang, et transformation du monde. Je dois vous dire que dans les deux cas, ils ont raté la coche parce qu'ils ont sorti autrefois de la guerre froide, mais post-guerre froide, elle était tellement nulle pour plusieurs raisons, parce que l'Occident était nul, parce que les Russes, ils ont commencé à voler, etc. Mais aussi sur le plan russe, ils sont détestés, mais pour autant, c'était un projet gigantesque qui a changé beaucoup de choses dans le monde. Et ça, je n'oublie pas, c'est les personnages lumineux. En fait, vous savez, je vais vous dire, pour changer le monde, il fallait être dans un bon endroit et avoir une vision et la volonté. Et les trois personnages qui marquent ça, c'est, je pense que c'est Gorbatchev, Yakovlev qui était son inspirateur intellectuel, et aussi, je n'oublie pas Dante et Beatrice. Parce qu'il y a une inspiratrice. Oui. L'égérie politique, s'il vous plaît. Raïssa, extraordinaire aussi, cette femme extraordinaire, épris de la liberté. Et vous savez, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on a vécu autrefois là-bas. On était dans l'impasse sur beaucoup de choses. Les Russes ne pouvaient pas voyager. Maintenant, ils peuvent voyager. Le mur existait, c'est eux. S'il n'y avait pas leur décision, le monde aurait été un autre, certainement. C'est pour ça que je reviens. Et aussi... Mais attendez, il y a une chose que, aujourd'hui, Vladimir Vazovsky, Gorbatchev, il y a ceux qui disent qu'il a fait un travail fabuleux et d'autres qui disent qu'il a ruiné la Russie. Bien sûr, mais le Gorbatchev, aujourd'hui, il est le personnage le plus détesté avec Eltsine de l'histoire de la Russie. Parce que les Russes, ils ont aujourd'hui nostalgique de Staline, d'une grande puissance qui était autrefois l'Union soviétique, de l'exploit de Gagarine. Mais on ne peut pas aussi, franchement, les Russes, ils ont vraiment écrasé les nazis avec 27 millions de morts péris, comme on a parlé de mon père, dans la lutte contre les nazis. Tout ça, ça existe, bien entendu, mais vous comprenez, il faut arriver à la situation d'aujourd'hui. Moi, j'étais mêlé à cette période de la chute de la guerre froide, je considère qu'aujourd'hui, on vit... Pourquoi je publie ce livre ? C'est pas seulement pour vous raconter la face cachée du XXe siècle. C'est pas seulement de vous raconter Dante et Beatrice avec cette inspiratrice, mais aussi pour vous prévenir qu'on vit un moment des plus dangereux de l'histoire de l'humanité aujourd'hui, parce que il y avait tout d'abord par rapport à ce que j'ai vécu. Vous comprenez, évidemment, j'ai vécu la guerre froide, mais pendant la guerre froide, les gens ont été, comment vous dire, ils faisaient la distinction entre la politique réelle et la propagande. Ils mentaient, parce qu'en politique, souvent on mente, mais ils ne croyaient pas à leurs mensonges. Aujourd'hui, il y a le triomphe de politiquement correct, notamment en Occident, mais aussi en partie en Russie, que les gens mentent et croient à leurs mensonges. Et ça donne un mot hyper dangereux. Voilà. Mais ce que je voudrais qu'on essaye de raconter, c'est Gorbatchev. Bien sûr, mais c'est antithèse. Bien sûr. Gorbatchev représentait l'alternative par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Tout à fait. Alors, effectivement, il a été arrivé d'une famille pauvre, il a pris le pouvoir petit à petit, mais il a été le plus jeune dirigeant, le plus jeune membre du comité central, et ça a aussi joué en sa faveur ou en sa défaveur selon le cas. Bien sûr, mais je raconte pour la première fois comment il était élu, comment il était choisi autrefois par le patron du KGB, c'était Andropov, qui l'a poussé à la première ligne. Les jours de l'élection, Gorbatchev. Ça, c'est une histoire que je raconte pour la première fois dans ce roman de Gorbatchev dans le monde. Les gens ne connaissent pas ça. C'est en mars 1985. Exactement, parce que vous comprenez, il y a une sorte de vieux schnock qui était Tchernenko, qui meurt, mais...
À l'époque, contrairement à ce qu'on racontait, notamment en Russie, mais en partie en Occident, le bureau politique qui devait élire le nouveau chef de Kremlin, c'était complètement divisé, 5 contre les 5. D'une part, il fallait décrocher un personnage puissant cinquième. C'était les négociations qui menaient Yakovlev, le numéro 2, avec Gromyko. Gromyko, il est passé du côté de Gorbatchev, mais 5 sur 5 dirigés. Et après, dans l'histoire du monde, il y a le destin, le hasard qui joue. Il se trouve que 4 dirigeants sur 10 ont été hors de Moscou à ce moment-là. Et sur 4, il y avait 3 qui ont été hostiles à Gorbatchev. S'il y avait tous les 5, ils ont été... Et je vais vous dire, il y avait une petite astuce qui était faite, je peux vous dire à votre antenne, avec la complicité des Américains. Il y avait un dirigeant hostile à Gorbatchev, un Ukrainien d'ailleurs, qui s'appelait Cherbitsky, qui était en voyage parlementaire. Il était chef de la délégation du Parlement russe aux États-Unis sur l'invitation du Congrès. Il se trouvait à Los Angeles. Et on a tardé de passer l'information sur le mort du président, du chef de Kremlin précédent, et comme ça, il ne pouvait pas physiquement être là. Et le fait, ça c'est toute une histoire que j'ai reconstituée dans le livre, franchement, ça vaut la peine de lire, c'est l'histoire de l'espionnage en vrai, extraordinaire, vraiment minute par minute, et c'est ça qui a bousculé les choses, et comme ça, Gorbatchev, il était élu, il revient à 4 heures du matin. Raïssa, qui ne dort pas encore, la femme de Gorbatchev, il voit que ses gardes-corps, ils sont plus nombreux. Alors, elle a compris que la partie est jouée. Il est élu. Et comme d'habitude, il passe encore une demi-heure, 40 minutes. Et sur l'oreiller, il prononce une phrase fatidique qui a joué un rôle essentiel dans le destin du monde. On ne peut pas vivre ainsi. Et la perestroïka a commencé. Alors justement, Raïssa Gorbatchev, il l'a connue très jeune, ils se sont mariés très jeunes, et ça a été une femme, mais vraiment de pouvoir dans l'ombre de Gorbatchev. Complètement. C'était une vraie gérie politique, une conseillère politique. D'ailleurs, il l'a dit à la télévision un jour. Il l'assumait complètement, et ça, c'est une des raisons qu'il est détesté aujourd'hui, puisqu'il assume l'amour de sa vie. Mais ça viendra parce que c'est Dante et Beatrice, c'est vrai. Mais Dante et Beatrice, avec quelles répercussions? Parce que je raconte le livre La vraie histoire de la chute du mur. Je vous signale que c'est Raïssa qui a décidé ça sur l'oreiller, encore une fois. Sur l'oreiller, beaucoup de choses sont décidées dans ce couple qui a une affinité sentimentale, mais aussi une affinité intellectuelle très forte. Alors, elle choisissait aussi ses domestiques qui avaient un casting très particulier. Vous connaissez tout, parce qu'il n'aimait pas les gens gros. Il virait les gens gros. Il n'aimait pas tellement les femmes. Il ne faut pas faire la concurrence. Vous comprenez, Raïssa doit être portée au pinacle, la seule femme. Il a enlevé même, je vais vous raconter, je raconte leur résidence qui était là où il était arrêté pendant l'affaire de Putsch. Et il a enlevé, ils ont mis une belle statue d'une femme nue pour ne pas faire la concurrence. Il a fait enlever la statue de la femme nue. Oui, et d'ailleurs, elle aimait la France. Je crois qu'ils sont venus à Paris faire un voyage. Et il y a eu un accro, ils se sont retrouvés un soir dans un cinéma porno. Absolument. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, cette histoire, c'est bizarre parce que vous savez, quand j'étais attaché culturel, les dignitaires soviétiques, comme c'était formellement très puritain, en réalité, ils adoraient d'aller dans le cinéma porno. Et il vient, c'est bien avant qu'il était élu dans les années 70, il vient et dans le programme, il était invité par le Parti communiste, on a mixé connaissances et goûts des apparatchiks soviétiques, les visites de cinéma porno. Quand elle a vu Raïssa, ça, elles ont été, c'était un incident diplomatique. Et il y a eu un autre incident diplomatique qui a failli se produire, et vous en êtes le témoin, c'est quand elle a refusé d'aller dîner avec François Mitterrand. Ah, bah ça, c'était une histoire. Elles ont été fatiguées, je les ai accompagnées. À l'époque, c'était la visite très, très officielle. Il faut dire que Mitterrand, il m'a dit, je suis taraudé. Comment le système soviétique pouvait produire les gens si séduisants et c'est si ouvert. Et il voulait l'inviter en tête-à-tête. En réalité, c'était le couple. Officiellement, il était accompagné par Daniel. Alors, 4 personnes et l'interprète chez lui.
Mais la journée, vous savez, que les visites officielles, les délégations, Raïssa était exténué. Et il a dit non, je voudrais refuser. Je lui dis pas de dîner. Mais quand vous prenez le programme de ce niveau-là, ça ne se refuse pas. Il a dû discuter. Je me souviens, c'était une discussion entre, je dirais, le mari docile et une femme rebelle, que je dis dans le livre, dans le roman vrai de Gorbatchev. Je dis femme rebelle, et c'était évidemment Raïssa. Finalement, elle a accepté. Il a mis une belle robe. Elle adorait les robes d'Yves Saint Laurent. Elle appréciait énormément. Elle faisait toujours. D'ailleurs, il a organisé une grande exposition d'Yves Saint Laurent là-bas. Pour cette raison-là, il a eu une belle robe d'Yves Saint Laurent et le dîner finalement s'est bien passé. Une affinité extraordinaire entre les couples. Alors, il y avait aussi une passion qu'avait Raïssa Gorbatchev pour une comédienne dont on écoute la voix. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français a manqué. Annie Girardot. Elle adorait Girardot. Girardot qui vivait une folie. Un jour, elle prête sa maison du Midi à son premier mari, Renato Salvatori. Et puis, il invite aussi des amis, à tel point qu'un jour, elle arrive chez elle et les gens lui demandent « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Oui. Et c'est vrai qu'elle adorait Girardot. Elle adorait Girardot, elle adorait la culture russe. Elle faisait toujours les films. Elle considérait que Girardot, elle aurait dû mieux. C'est une grande star, évidemment. Mais elle le considérait comme une très, très grande comédienne. Une comédienne de théâtre, d'ailleurs. Alors, vous racontez tout dans ce livre donc le parcours de Gorbatchev jusqu'à sa chute. Et aujourd'hui, il vit toujours, Gorbatchev. Il vit toujours. Il va fêter ses 90 ans dans 3 semaines. J'espère. Il vit chez sa fille, je crois, dans un château. Il est souvent de sa fille. Il a un petit château en Allemagne, en Bavière, sa fille, qui vit, ses petites filles vivent essentiellement en Allemagne, puisque les Allemands n'ont jamais oublié le rôle qu'il a joué. Lui, s'il n'y avait pas de lui, il n'y avait pas de réunification. Les Allemands savent, c'était un acte volontaire et prémonitoire. Il a dit, le peuple doit décider. C'était quelqu'un qui est profondément démocrate, il faut le dire. Mais d'ailleurs, il allait dans la rue, autour de la place Rouge, bavarder avec les gens, Gorbatchev. Évidemment, mais ça c'est... Mais attendez, il a publié Solzhenitsyn, Pasternak, Le Retour, il a donné la possibilité de voyage, j'en passe les meilleurs, c'est une transformation totale. D'ailleurs, je considère que la période Gorbatchev, c'est la plus grande liberté que la Russie a connue. Mais au-delà de ça, évidemment, sur ce plan-là, il a joué un rôle d'exception et je pense que c'est un grand acteur. C'est vrai que c'est un grand acteur, vous comprenez? Quand il était, il y avait en lui un peu de Macron, mais bien avant l'heure, parce que souvent j'ai vu le dire cette table est rouge, n'est-ce pas? Comme je viens de dire, je viens de vous dire la table est noire. Vous ne comprenez pas, un grand artiste. Et il a demandé, quand je lui ai posé la question une fois, quelle était votre profonde erreur? Il a dit c'était il y avait l'excès de suffisance, il a dit. Vous savez, il se prenait, il a réussi tout, il a réussi d'aller au Kremlin, il a réussi la réunification, il pensait qu'il va maîtriser jusqu'au bout, et c'est l'excès de suffisance. Mais je suis persuadé que c'est un grand acteur de la tragédie de l'histoire, la tragédie de l'espoir aussi. Et il n'appartient pas au passé, mais avec ce qu'on vit aujourd'hui, avec ce monde complètement désastreux, rien que la gestion du coronavirus, vous connaissez comment ça se passe, il n'appartient pas au passé, il appartient à l'avenir. En tout cas, tout est dans ce livre, Le roman vrai de Gorbatchev, chez Flammarion, que vous racontez et que vous avez écrit avec passion et qu'on lira avec passion, Vladimir Fedorovski. Merci de l'avoir écrit et merci d'être venu avec votre enthousiasme habituel dans ces clés d'une vie. Je suis flatté et fier d'être à côté de vous, Jacques Pessis. Eh bien, réciproquement. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.